doit être fort, puissant, rapide et il doit encaisser des chocs. Et quand il encaisse des chocs, Là, tu m'as décrit un bus en ouais, formation. ouais, exactement. Mais Ah, là, tu t'échappes un peu là. ouais, je m'échappe un peu, mais non, non, pour être très honnête, pour moi là, il sera le numéro 1. Vous êtes sur Mode Athlète, l'émission qui explore la face cachée de la performance sportive, racontée par tous les acteurs qui la vivent, tous les acteurs qui la créent et tous les acteurs qui la façonnent. Et tout ça à travers des anecdotes inspirantes, mais surtout authentiques. Bienvenue sur Mode Athlète. Aujourd'hui, je suis à Rouen au club de rugby. Je suis avec Victor qui va se présenter, donc préparateur physique au club de Rouen, et il va se présenter tout de suite. Non, en tout cas, merci beaucoup Claude de m'accueillir. Pour moi, c'est une grande première, enfin voilà, de faire un podcast, etc. Donc, pour faire très très simple, alors je m'appelle Victor Lopez, j'ai 27 ans. Donc là, j'entame ma 6e année ici au Rouen Normandie Rugby. J'ai fait une première année en tant que service civique, 4 ans sur les espoirs et sur le centre de formation. Et là, donc, j'entame ma 6e année ici au sein du groupe professionnel. Ok, donc comme je t'avais dit juste avant, tu fais un petit peu partie des murs, même si c'est pas un manque de respect par rapport aux autres, mais, par rapport... mais j'estime quand même qu'à partir d'un certain moment, on peut considérer qu'on fait partie des meufs, quoi. Alors, je vais commencer par la tradition mode athlète. 2 questions que je vais te poser. La première question, c'est de savoir quelle discipline sportive penses-tu être si tu n'avais pas choisi le rugby? Alors, si j'avais pas choisi le rugby, bah, ça aurait été très simple. Ça aurait été déjà un sport où il y a du contact, du combat, etc. Quand j'étais plus petit, j'ai fait un peu de foot et aussi beaucoup de karaté. Mais je pense que ça aurait été vraiment le handball. Je pense que c'est un sport collectif. Il y a du contact en termes de cohésion d'équipe, etc. Bah, ça se ressemble quand même beaucoup par rapport au rugby. Je pense que ça aurait été vraiment le handball par rapport à ça. J'ai une question par rapport au handball. Est-ce que pour toi, il y a plus de micro-contact au handball qu'au rugby? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles micro-contact Les par rapport à ça? petits, parce que en fait, en voyant des matchs de hand, Ouais, je me suis aperçu au fur et à mesure quand même que c'est un sport qui a vachement de contact. ouais, ouais, Que ce soit des gros contacts ouais, ou des contacts un peu plus légers, ouais, des coups, des contusions, des choses ouais, comme ça. etc. Et du coup, le rugby qui est beaucoup plus impressionnant en termes d'impact. Ouais, complètement, c'est Du ça. coup, pour toi, est-ce que le handball provoque plus de micro-blessures et blessures que le rugby ou l'inverse? Non, je pense que le rugby, ça reste entre guillemets dans le top en termes de génération de blessures, d'une par la force des impacts, Ouais. par le rugby moderne, commencé actuellement, que ce soit sur la dimension athlétique des joueurs, et en plus même à tous les postes, les joueurs sont de plus en plus forts, vont de plus en plus vite, donc sont de plus en plus puissants et répètent toutes ces tâches pendant 80 minutes. Donc non, pour moi, le rugby reste quand même devant par rapport à ça. Et aussi, tout simplement, bah, la nature de l'activité avec les règles font que bah, le rugby Oui, reste aussi devant, tout simplement. effectivement. Pour ça. Je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport au poste, mais un peu plus tard, parce Ouais. qu'on aura le temps d'y venir. C'est super intéressant. La deuxième question que je vais te poser, c'est de me donner pour toi un événement que tu considères comme historique. Quel événement pour toi a été historique? Alors, en termes d'événements sportifs, je pense que ça a été quand même donc le quart de finale de l'équipe de France face à la Nouvelle-Zélande donc en 2007 Ouais. et aussi donc la finale en 2011 à la Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande aussi également. Et pourquoi elle a été en Bah, 2007? en fait, tout simplement parce que déjà bah, par rapport à la tournure et à l'engouement qu'il y a eu par rapport à ce match-là, parce que ça a vraiment touché au-delà en fait du monde du rugby tout simplement. Ça, enfin voilà, ça ne s'est pas arrêté aux fans rugby tout simplement. Ça a été vraiment beaucoup plus loin, monsieur et madame tout le monde en a parlé, etc. Donc pour moi personnellement, ça a été 2 événements assez majeurs par rapport à ça, quoi. Ok, d'accord. Très bien, très complet. On passe à la première partie face au parcours. Ok. Mode athlète. Je vais te demander de présenter ton parcours de manière un peu brève. On rentrera un petit peu dans le détail si besoin. Ok. Je te laisse. Alors, en termes de parcours, alors j'ai entre guillemets pas vraiment fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire une licence, un master, même des fois un doctorat, etc. Alors j'ai quand même fait une licence, donc j'ai été à l'université donc de Caen pour faire une licence entraînement sportif, donc voilà sur 3 ans. À la fin de celle-ci, j'ai eu quelques soucis de santé, donc j'ai refait une licence APAS sur un an, ce qui m'a permis de sortir en 2018 avec une double licence, donc entraînement sportif APAS.
à la suite de ça, j'ai voulu postuler donc, pour le master de Lyon, qui est un des meilleurs masters sur la préparation physique, qui est vraiment top. Génial. Ouais. Donc, j'avais été pris sur le dossier, etc. Sauf que je n'avais pas trouvé de stage assez bien par rapport à ça. Je me suis rendu 2 fois sur Lyon pour des entretiens et tout, etc. Mais les stages que j'avais trouvés, moi, ça me correspondait pas assez et par rapport à ce que je voulais, parce que pour moi, c'est le stage qui va conditionner plus tard le futur, l'insertion dans Tu fais partie donc de cette école qui estime que le stage… Exactement. Okay. Enfin, pour moi, c'est la priorité. D'accord. Vraiment, je pense qu'on peut aller dans n'importe quel master, que ce soit à Montpellier, à Lyon, Saint-Étienne, enfin, bref, celui que vous voulez. Si votre stage n'est pas assez bien, et que vous n'êtes pas vraiment, entre guillemets, les mains dans le cambouis au quotidien, pour moi, je pense qu'on loupe vraiment une chose. On loupe vraiment une chose et je pense que c'est la vraie formation, elle est là. Pour moi, elle est là. Donc, derrière, après donc, ma double licence, je suis arrivé ici au Rouen-Normandie Rugby en tant que service civique grâce à Jérôme Dunet, qui était directeur du centre de formation à ce moment-là. Ouais. Donc, j'ai passé donc, mon service civique et sur cette année-là, donc j'ai passé le DU de préparation physique à l'université de Montpellier. Pourquoi c'est un très bon DU. Ouais, exactement. Pourquoi ce DU-là? Parce que d'une, on m'a dit qu'il était extrêmement bien et de deux, c'était des choses qui me manquaient par rapport à ma pratique en tant que préparateur physique, etc. Donc, je suis allé un petit peu chercher ce que j'avais besoin précisément et ça m'a permis de faire, de passer mes diplômes fédéraux, donc d'haltérophilie et de force athlétique. Une fois que ça c'était fait, bon, il y a eu le Covid, donc comme tout le monde connaît. Chez nous ici au club, donc le centre de formation s'est créé. Et donc de là, Jérôme Dunet m'a proposé le poste de préparateur physique au centre de formation. Je me permets de te couper. Le centre de formation, il a été créé. Vous étiez maintenu en Pro D2? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Exactement. On était maintenu en Pro D2, donc tout s'est créé donc, à ce moment-là. Et donc derrière, mon poste s'est créé. Donc Jérôme Dunet me l'a proposé par la suite. Et donc ça, c'était sur ma première année avec le groupe Espoir et le centre de formation. Et pendant ce temps-là, donc j'ai passé donc le diplôme à la Fédération française de rugby sur la préparation physique, qui me permet donc d'encadrer sur les groupes pro, donc le top 14, le Pro D2, et sur les centres de formation. Donc voilà à peu près pour mon parcours un peu plus. Alors je me permets de te couper parce que c'est super intéressant ce que je t'avais dit juste avant, parce que vu qu'on a dû reprendre. J'avais eu la citation d'un ami préparateur physique très expérimenté, qui me disait effectivement pour la discipline de prépa physique et même plus globalement, je dirais peut-être d'entraîneur, en tout cas d'enseignant, c'est comme le judo, c'est à partir du moment où tu as ta ceinture noire que tu commences à être un vrai judoka. Tu es aligné par rapport à ça? Complètement. Complètement parce que je pars du principe que, même si on a fait un master, un doctorat, etc., mais en fait, la réalité, elle est quand même sur le terrain. Il faut apprendre tous les jours. Il faut sans cesse se renouveler. Et par la suite, hors de mon parcours universitaire, je fais beaucoup de formations privées, comme les formations de Christian Thibaudot, qui est un grand préparateur physique canadien quand il est venu 2 fois en France. Donc, je fais 2 fois ces formations. D'autres formations, notamment sur les kettlebells, sur comment manier l'outil, etc. Des formations type FRC sur la réhab, etc. Et plein d'autres formations aussi en ligne. Et ça aussi, tous les livres que j'ai lus, tout ce que j'ai fait aussi sur moi-même, etc. Tout ce que j'ai résolu tout comme problème. Un peu tout cumulé. Ça vient un peu compléter ce background un peu type universitaire, etc. C'est intéressant parce que, alors je me permets quand même d'insister sur ce point parce que c'est vachement bien ce que tu dis. Ça permet en tout cas de mettre en perspective pas mal de choses. Tu sors avec un parcours, qu'il est ce qu'il est. Et puis, en fait, tu viens créer quelque chose d'unique avec les formations que tu as passées à gauche et à droite, quoi. Exactement, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que, au final, on n'est jamais le même préparateur. Non, on n'est jamais le même entraîneur. On n'est jamais, on a beau appliquer les mêmes choses. Les sensibilités, l'expérience fait que. Justement, parlons d'expérience. Pour toi, je l'ai posé à d'autres préparateurs et d'autres entraîneurs. Je veux savoir où tu te situes par rapport à ça. Un parti pris, forcément. Pour toi, est-ce que c'est plus important d'avoir la théorie, emmagasiner le maximum de théorie, donc le maximum de savoir, ou alors l'expérience, terrain? Qu'est-ce qui est le plus avantageux entre les deux? Alors, très bonne question. Je suis vraiment obligé de prendre l'un ou l'autre. Ouais. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Faut que tu te mouilles. Je pense que l'expérience terrain. Ouais. Je pense que l'expérience terrain, quand même. Mais pour moi, il faut les deux. Il faut les deux. Pour moi, faut vraiment, c'est comme des curseurs. Il faut que les deux curseurs, on les mette au plus haut possible. Bien sûr. Si on cumule les deux, là, après, c'est vraiment top, quoi.
Là, Mais je t'ai forcé, s'il y a hein. vraiment à choisir, c'est l'expérience terrain. Quand même. Je t'ai forcé, bien Ouais, évidemment, à complètement, choisir, mais on est d'accord. je suis d'accord avec toi. Effectivement, il faut les deux, D'accord. hein, bien évidemment. Partie 2, dans les coulisses. Mode athlète. Là, cette partie on va plus se pencher sur ce que tu fais. Alors, ça va être un mélange un petit peu de questions dans les coulisses, donc ce qui se passe au club, ce que tu fais toi, et ta façon de voir les choses. Ton avis sur le rugby aussi. Ok. Alors là, je parle en termes de préparation physique. Est-ce que pour toi, la prépa physique est un facteur déterminant, ultra déterminant, je vais rajouter ultra, pas pour rien, ultra déterminant au rugby? Je prends l'exemple Ouais. pour illustrer un peu tout ça. Ok. Je prends l'exemple entre une équipe de top 14 et une équipe de Pro D2. Quand on regarde les matchs, en fait, on se rend compte quand même qu'il y a une différence physique qui est énorme. Est-ce que, déjà c'est vrai, parce que moi je fais partie du monde extérieur, donc je ne suis pas à l'intérieur pour le voir. Est-ce que tu approuves ça ou alors c'est faux, ou bien tu es plutôt d'accord avec ça? Alors, oui et non, parce que, alors, oui, d'un côté, parce que, en fait, la différence entre donc, le top 14 et la Pro D2, il y en a une. Il y a même des études qui ont montré que les joueurs qui vont en top 14 produisent déjà plus de puissance en termes de watts développés, que ce soit sur le bas du corps, haut du corps, etc. Ah, d'accord, ok. Donc, ouais, déjà, il y a eu des études par rapport à ça. Mais pour moi, c'est pas non plus la préparation physique une place ultra déterminante, comme des fois on peut l'entendre. Parce que le rugby, et notamment à ce très haut niveau-là, ça se fait vraiment sur des détails qui sont stratégiques, techniques, ce qu'on appelle chez nous les skills, en fait, sur le jeu au pied, etc. Enfin, c'est vraiment ça aussi qui fait une énorme différence en top 14. Et il y a beaucoup de joueurs en top 14 qui n'ont pas des qualités physiques extraordinaires, mais en termes de skills purs, en fait, ça fait vraiment des fois la différence sur les matchs, etc. quoi. C'est l'aspect technique en fait qui Pour moi, complète c'est ça. vraiment sur le numéro 1. Quoi. Après, sur le numéro 2, bien sûr que l'aspect physique, quand on regarde certains joueurs qui sont en top 14 par rapport à ceux qui sont en Pro D2, tu as des vrais différentiels de vitesse et de puissance. Ça, c'est clair. Même quand on regarde sur les stats GPS, il y a vraiment une vraie différence en termes de nombre d'accélération, distance passée à haute intensité, etc. Il y a une vraie différence comme entre les deux. Donc, c'est quand même un déterminant, mais c'est pas ultra déterminant parce que sans ça, on peut quand même s'en sortir selon certains joueurs, etc. Ok, alors je te dis, c'est pas pour rien que je te dis ça, parce que je discutais avec des joueurs du hack rugby, justement. Ok, ouais. Donc Fédéral 1. Oui, je connais je connais bien, pour la plupart. Ouais. Du coup, certains dans le staff me disaient que, alors oui, entre par exemple une équipe de Fédéral 1 et une équipe de Pro D2. Oui, clairement. Clairement. Donc il y a en fait il y a un step à chaque fois. Il y a quand même un petit step. Je dis pas qu'il n'y en a pas, il y a quand même un petit step à avoir. Tu vois. Effectivement, mais quand même, c'est l'aspect technique et skills, comme tu dis, qui détermine quand même un peu plus. Selon les postes aussi, parce que arrivé à un certain niveau, s'il n'y a pas un minimum de physique qui est requis, notamment parce qu'on passe des joueurs qui jouent en catégorie jeune et qui jouent derrière avec des adultes, mais ça n'a rien à voir. Jouer avec des adultes, il faut s'y être préparé, mais juste d'un point de vue sécuritaire. Et il y a des postes où, qu'on le veuille ou non, par rapport à la nature de l'activité, il y a des barèmes physiques, un minimum, que ce soit en seconde ligne, en troisième ligne, sur la hauteur, en termes de poids, etc., en termes de puissance à développer. Si on veut exister à un certain niveau, il les faut absolument. Mais tout dépend des postes et tout dépend du contexte. Mais oui, il y a quand même, à chaque fois qu'on augmente d'un niveau, un petit palier quand même à franchir par rapport à ça. Mais ça ne veut pas dire que si on ne les franchit pas, on ne pourra pas aller à ce niveau-là. On peut compenser avec d'autres choses, etc. Mais c'est vraiment bon temps. Et quand on regarde le niveau international, voilà, c'est encore autre chose. Ah, c'est encore autre chose. Justement, en parlant de curseur qui doit augmenter ensemble, comment toi est-ce que tu collabores avec l'entraîneur pour aligner ta préparation physique par rapport à la tactique? Ok, alors très bonne question. Alors moi, je pars toujours de l'entraîneur sur ce qu'il veut faire, quelle est sa vision par rapport à ça en fait, comment on organise les semaines, etc. Lui, c'est sensibilité aux choses, etc. Après, moi là, je suis jeune, j'ai que 27 ans, j'ai peu d'expérience pour l'instant et j'ai toujours eu donc des entraîneurs et des managers même plutôt qui m'ont toujours laissé carte blanche par rapport à ça. Donc on va dire que moi, je m'aligne par rapport à eux. Ce qu'ils demandaient aux joueurs en termes de plan de jeu et par rapport à ce que voulait le club. Mais j'ai toujours eu carte blanche sur la préparation physique, que ce soit
en salle ou sur terrain, etc. Par exemple, sur les séquences collectives, sur le nombre de séquences à faire, sur la durée de celle-ci, tout, bah, il me laisse carte blanche par rapport à ça. Et c'était ça en espoir, c'est pareil ici en pro. Donc, pour l'instant, voilà, c'est plutôt un échange comme ça, c'est de la confiance mutuelle et moi, je m'adapte à eux et c'est eux aussi, moi, ceux qu'ils veulent et ceux qu'ils demandent. Je rebondis par rapport à ça justement. Est-ce qu'il y a des… Comment tu adaptes tes programmes de prépa physique selon les postes? Parce que j'imagine, selon les postes, parce qu'on les voit même très physiquement. Bonne question, parce que beaucoup de monde parle de ça. Mais alors, c'est-à-dire prépa physique, terrain ou en salle, parce que c'est encore deux choses différentes. C'est encore deux. C'est pour ça, c'est pas pareil. Je dirais. Alors là, non, mais on peut parler des deux parce que c'est pas pareil. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est toi qui me retourne la question, mais j'y avais pas pensé. Alors, effectivement, il y a les deux. Je dirais dans un premier temps en salle. En salle, alors moi là, ce que je veux dire, c'est ma vision des choses et ça ne tient qu'à moi par rapport à l'expérience que j'ai. C'est encore changé depuis plusieurs années. Je ne fais que très rarement par rapport au poste, à part sur certaines choses très ciblées, que ce soit pour les piliers, les secondes lignes et tout. Moi, je fais par rapport aux besoins. Il faut que mon athlète, quand il vienne dans la salle, enfin mon athlète ou mon joueur ou ma joueuse, quand elle vienne ou il vient dans la salle, il doit en fait travailler selon ses besoins. Il faut que chaque minute qui passe ici ou chaque exercice qu'il fait, ça doit lui permettre d'avancer vers son objectif. Si il joue pilier gauche, seconde ligne, trois quarts centre ou ailier ou arrière et que son besoin, bah, c'est de la force, pour X ou Y raison, on a déterminé que c'était de la force, bah, en fait, ils feront de la force. S'ils jouent seconde ligne, pilier droit ou autre, et que leur besoin c'est hypertrophie, pourtant ils ne sont pas sur les mêmes postes, et que leur besoin c'est de l'hypertrophie par rapport à ce qu'on a déterminé pour leur permettre d'accéder au haut niveau, c'est vraiment ça qu'ils ont besoin, ils vont faire ça. Si c'est de la puissance ou de l'explosivité, bref, vous avez compris un petit peu le principe. Donc c'est vraiment ça. Moi je fais par rapport à leurs besoins. Et chaque athlète, chaque joueur doit venir ici, chaque exercice doit lui permettre de travailler selon ses besoins. Un joueur qui a une grosse problématique d'épaule en train de résoudre ça, il faut que quand il vienne dans la salle, il travaille par rapport à ça, etc. Donc, en fait, je ne fais pas par poste, je fais selon le besoin du joueur pour lui permettre d'atteindre le haut niveau. Et pour certains, on a réussi à atteindre beaucoup de dimensions athlétiques, etc. Maintenant, on se dit, OK, bah, ce joueur-là, il joue tel poste, il fait ça, ça, ça. Qu'est-ce qu'il a besoin pour être tout le temps sur le terrain, pas se blesser, etc. Parce que ma plus grosse philosophie par rapport à ça, et c'est vraiment le cœur un peu moi de ma pensée qui ne tient qu'à moi, c'est pour moi un joueur, il doit être tout le temps présent à l'entraînement, en tout cas le plus possible. Parce qu'un joueur qui ne s'entraîne pas, c'est un joueur qui ne progresse pas. Donc un joueur, il faut vraiment qu'il soit le plus possible à l'entraînement pour moins se blesser. Enfin voilà, moi je dois travailler, faire en sorte qu'il soit le moins blessé, parce que s'il est moins blessé, bah, il est plus présent à l'entraînement. Donc s'il est plus présent à l'entraînement, bah, il progresse, il progresse dans son activité. Je comprends la philosophie. Et exactement. Pour moi, ça, c'est la base de la base. Justement, pour continuer sur ça, parce que c'est vachement intéressant, comment toi est-ce que tu gères la récupération après les matchs et les entraînements intensifs? Alors, ça dépend en fait le contexte et ça dépend le groupe que j'ai. Parce que pour faire simple, avec le centre de formation et puis l'équipe Espoir, c'était très centré sur sommeil, hydratation, alimentation. Il y a vraiment trois piliers. Et nous, au club, on n'avait pas accès à des bains froids, etc. Donc, c'était juste ces trois piliers-là. Maintenant, là, sur les pros, depuis cette année, on a accès à des bains froids et tout. Donc, ils sont réceptifs ou pas, les jeunes, par rapport à ça? Alors, moi, je sais que quand on est dans l'adolescence, tous les ans, moi, je fais une réunion par rapport à ça, que ce soit pour les espoirs ou pour les jeunes et tout. Donc, ils ont entre 15 et 21 ans, voire 22 ans. Tous les ans, donc, je fais une réunion par rapport à ça pour leur expliquer tous les besoins qu'ils ont en termes de nutrition, sommeil, etc. Je dirais que soit 70% sont quand même très réceptifs, ils l'appliquent la plupart au quotidien. Bon, il y en a d'autres, voilà, aussi, ils sont jeunes et tout, faut pas non plus tomber dans l'excès, etc. Mais voilà, certains sont quand même pas mal réceptifs et ça leur permet vraiment bien progresser sur le long terme. D'accord. Mais globalement, c'est ces trois piliers-là. Et après, derrière, c'est les bains froids qu'on a à disposition au club pour l'équipe pro, etc. Mais ça s'arrête là. Et après, je pars du principe que après les matchs, et ça fait partie de la culture rugby, on a toujours un peu cet aspect un petit peu festif. Une petite bière, voilà, un petit repas, voilà, un petit cheat meal entre guillemets, etc. Pour moi, ça fait partie des choses, mais parce que ça participe aussi au bien-être mental du joueur, à la cohésion du groupe, etc. Et ça, c'est déterminant.
c'est déterminant. Il faut trouver un équilibre. Ouais. Le mot vraiment, c'est l'équilibre. C'est bien que tu dises ça parce que dans l'épisode précédent, justement, on parlait de nutrition du sportif. Et il y a toujours dans les sports collectifs, justement, ce temps. Ce temps après match, après la compète, où on va se restaurer, etc. Et du coup, il y a quelques nutritionnistes qui font un peu la gueule par rapport à ça. Ah, mais je comprends. Ce qui est normal, mais effectivement, il y a des problématiques un peu partout. Ah oui, mais bien évidemment, c'est leur cœur de métier. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est que les joueurs soient le plus performants possible. Donc, forcément, il y a des choses où, comme tu as très bien dit, et je suis d'accord avec toi, la notion d'équilibre. Il faut pouvoir la retrouver. J'enchaîne avec on est toujours sur la préparation physique et je dirais, c'est pas de la récupération, mais c'est plutôt une question qui va se tourner sur la résilience. Je m'explique. On sait que, en tout cas au niveau de l'activité, que le rugby est quand même un sport avec des contacts assez intenses et assez réguliers. Quelle stratégie, toi, tu mets en place pour justement essayer de renforcer la résilience des joueurs par rapport à ça, la résilience physique? Ok, alors, très bonne question parce que c'est aussi un sujet, moi, qui me tient à cœur. Alors, comment ça se passe? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le joueur de rugby, il doit être fort, puissant, rapide et il doit encaisser des chocs. Et quand il encaisse des chocs, tu m'as décrit un bus, pour information. Exactement. Et généralement, quand il encaisse des chocs, c'est sur des grandes amplitudes articulaires, quand le bras est très ouvert, on est beaucoup en rotation externe, sur la nuque, sur les chevilles, sur les genoux, etc. Comment ça, je l'entraîne? Pour moi, c'est une grosse partie qui est faite en salle. C'est tout simplement, je renforce la force sur les grandes amplitudes. Exemple, sur les commotions, on a la tête qui vient subir une énorme accélération due à un choc. En salle, moi, je l'entraîne. J'entraîne beaucoup nos clés cervicales, etc. en force, mais aussi ce qu'on appelle avec du RFD, c'est-à-dire avec de la vitesse, de l'explosivité. On a beaucoup d'exercices par rapport à ça, où on vient vraiment choquer les joueurs pour qu'ils soient très aptes en fait à venir gainer la nuque, etc. Donc, on fait beaucoup d'exercices par rapport à ça. Donc, ça, c'est un des exercices pour devenir plus résilient par rapport à ça. Parce que quand ils m'ont rencontré ce choc sur le terrain à cette vitesse-là, etc., je les aurais préparés. Autre exemple, pour les épaules, travailler beaucoup sur de la rotation externe ici en fin d'amplitude, mais en excentrique rapide, etc. Parce que c'est ce qui se passe sur le terrain. En ouverture ici, en abduction dynamique, pareil, en excentrique rapide, on travaille beaucoup sur ça. Beaucoup d'isométrie aussi en fin d'amplitude. D'accord. Exemple, sur des dips, en position basse, etc. Enfin, on travaille sur beaucoup de ces choses-là. Excuse-moi, non, c'est juste… alors, je rebondis juste là-dessus. En fait, j'essaie de bien résumer parce que c'est très technique. Donc, du coup, c'est assez technique. C'est pour essayer que tout le monde puisse suivre. En fait, sur les mouvements, tu utilises donc les demandes de l'activité, enfin les risques d'activité, et tu les mets en pratique en salle d'entraînement. Alors, oui, exactement. En fait, je vais même aller encore plus loin et faire même encore plus simple. Vous prenez l'activité, vous prenez les zones à risque dans l'activité, que ce soit plaquage, etc. Et en fait, vous prenez un peu le profil force-vitesse de la blessure. Elle arrive comment? Par exemple, sur une cheville, on se tord la cheville. Elle arrive comment? Avec des hauts niveaux de vitesse, dans cette position-là, avec des hauts niveaux de force. Ok, qu'est-ce que je peux faire en salle pour reproduire un petit peu ça, pour permettre à mon athlète de le travailler? D'accord. Exemple, on sait que sur le sprint, les ischios travaillent avec des hauts niveaux de vitesse, des hauts niveaux de force, etc. Qu'est-ce que je fais? En salle, je vais faire plusieurs exercices d'attrape-relâche en excentrique rapide sur les ischios, etc. Exemple, encore un autre pour que ce soit beaucoup plus simple. On fait un sport collectif à changement de direction. C'est-à-dire que mon tibia, ici, il subit des rotations et mon genou subit des rotations. Donc, qu'est-ce que je fais? En salle, j'entraîne mes rotations tibiales pour que si un jour, mon athlète il se retrouve à faire un gros appui avec le tibia qui tourne en avant, au moins, il y sera préparé. Les tissus sont préparés, les articulations sont préparées. Et puis même s'il se blesse, parce que on fait du sport de haut niveau et ça va arriver qu'il se blesse, mais si je l'ai assez préparé en amont, il reviendra plus vite. Et ça, moi, c'est ça où je suis hyper content, c'est que j'ai énormément de gars et de joueurs que j'ai depuis plusieurs années. Et même quand ils sont blessés, ils ont tellement bien préparé leur corps par rapport à ça qu'à chaque fois, on a gagné plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. d'avance sur leur rééducation. Exemple, je prends l'exemple de Noé Kier, un de mes piliers que j'ai au centre de formation, etc. Il se fait une acromio stade 3 au niveau de l'épaule,
quand même une grave Ouais, blessure. quand même, ouais. Ouais, une acromiostade 3. Et normalement, c'est un bon 3 mois et demi de rééducation. Noé, il est revenu en 2 mois et demi parce qu'avant, il avait très bien travaillé sur Il y avait la beaucoup de prévention qui facteurs. était là, quoi. Exactement. Et donc, Génial. derrière, il a regagné. Sauf que il fait du sport de haut niveau. Le pet qu'il a eu, tout le monde le prend. Pourtant, il est très musclé, il est très costaud, etc. Il a beaucoup de force. Et vu qu'il a bien travaillé, il a gagné énormément de temps sur sa rééducation parce que son corps, comme on l'a dit, il a préparé tous les tissus sur des formes d'amplitude, etc. Donc voilà pour faire très Merci, hein, parce que franchement, ça, t'éclaires beaucoup de choses par rapport à ça. Et c'est surtout pour les sportifs qui vont regarder ça. Les sportifs qui ont suivi ton témoignage, faut que les personnes puissent comprendre qu'en fait, la plupart du temps, quand ils vont en salle, ils travaillent sur des protocoles assez standards. Oui, exactement. Sur des protocoles de développement de force ou, je dirais peut-être d'hypertrophie parce qu'il y en a qui se connaissent un peu plus en préparation physique. Mais en fait, l'objectif principal, c'est effectivement de travailler les risques de blessure, en fait, au final. Et donc, on retrouve ces protocoles de force, etc. Parce que ce qui fait qu'un athlète, pour aller loin dans son activité, c'est si et seulement si il arrive quasiment tout au long de l'année à la pratiquer sans blessure. Ouais. Et ça, pour moi, c'est la priorité. Le joueur doit être le plus possible disponible. Mais comme je vous ai dit, on fait du sport de haut niveau. La blessure, elle est là, elle arrive. Et donc, mais si avant on a bien fait le boulot et tout, il va revenir un poil plus vite de sa blessure. Et ça, des exemples, il y en a énormément. Et ça, c'est sur quoi je suis vraiment hyper content ici au club par rapport à ça. Au club par rapport à ça. Ok. Je change un petit peu de sujet avant de basculer sur l'autre partie. Pour toi, à quel niveau tu estimes, à quel niveau, donc je parle niveau, on va dire en termes de championnat français, à quel niveau tu estimes que le travail de préparateur physique n'est plus le même? N'est plus le même. Ok. Par rapport au rugby, c'est ça? Oui, par rapport au rugby, oui. Par rapport au rugby. Je pense qu'à partir de la, allez, 4e, 5e division, je pense que là, ça commence à être un autre métier parce qu'on arrive vraiment sur des équipes où on a des joueurs sous contrat, donc des joueurs qui sont pros. 5e division, ça correspond à quoi? Allez, c'est la Fédéral 1 à peu près. Okay. C'est la Fédéral 1 National 2. Je pense qu'en Fédéral 2, on y est un peu, mais il y a peu de joueurs qui sont sous contrat, enfin très très peu. Même là, ça commence à être comme de plus en plus démocratisé et pro. Mais je pense qu'à partir de la Fédéral 1 National 2, je pense que c'est plus le même métier. On commence à avoir des groupes de joueurs qui sont pros, etc. Même si des fois, ça peut encore s'entraîner le soir. Et c'est un peu un mix des deux. Et là, le métier prend tout son sens. Et là où c'est hyper important que ce soit, qu'il y ait des gens qui soient salariés par rapport à ça pour encadrer sur ce groupe-là. Très bien. On passe à la 3e partie, face à l'athlète. Mode athlète. 3e partie, face à l'athlète. Donc, des questions que je vais te poser. Tu me donnes ton avis sur tout ça. Alors, là, c'est un peu plus général. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi, le préparateur physique est le premier maillon de la chaîne qui saute en cas de mauvais résultat au rugby? Non, je ne pense pas à titre perso, parce qu'à l'heure actuelle, c'est aussi beaucoup. Enfin, ça dépend du contexte en fait. Là, c'est pas facile. Ouais, je pense que c'est quand même beaucoup plus le manager. En ce moment, c'est actuellement le cas. Enfin, quand je vois l'actualité par rapport à ça depuis au moins 1 ou 2 ans, c'est quand même surtout le manager qui en paie les frais, en fait, par rapport à ça. Et généralement, des fois, ça peut arriver que le staff soit complètement aussi limogé, etc. Donc, ça dépend du contexte, en fait. Ça dépend du contexte, mais généralement, c'est plus le manager. Je pense qu'il y a une différence peut-être par rapport à d'autres sports, mais chez Corelli, c'est plus quand même le manager qui en paie les frais. En parlant de manager, justement, c'est quoi la nature de tes relations avec le manager, avec la direction, le club, la direction du club, et comment ces entités soutiennent tes actions, tes initiatives? Alors, par rapport à ça, comme je l'ai déjà dit un petit peu avant, j'ai la chance ici au club d'avoir carte blanche depuis 6 ans. Donc ça, j'ai une vraie confiance de la part, que ce soit donc, du staff ou de la direction par rapport à ça. Donc la relation s'est décrite un petit peu comme ça. Et je dirais qu'avec le manager, en fait, c'est une relation de confiance avec tout le manager avec qui j'ai travaillé. C'est une vraie relation de confiance. Et en fait, on est presque égal et on choisit quasiment tout tous ensemble, etc. Donc ça peut pas ça. Mais il y a une vraie relation de confiance et j'ai vraiment carte blanche sur tout ça. Donc c'est toujours mieux pour travailler quand même. Tu sens que c'est bête ce que je vais dire, mais est-ce que cette relation de confiance justement que te met déjà l'entraîneur
et la direction, parce qu'il y a la direction derrière quand même qui regarde un petit peu. C'est ça. Est-ce que, déjà, vu que tu es en confiance, t'as pas un petit peu les genoux qui tremblent lorsque tu as un joueur qui se blesse, etc. Comment tu le vis ça en tant que préparateur physique? Alors, d'une équipe professionnelle? Ouais, un petit peu comme tout le monde, je pense, c'est que dès que j'avais un joueur qui se blessait, enfin moi personnellement, j'en étais presque pas toute ma vie en question, mais j'y réfléchissais pendant moi quelques heures, voire peut-être toute une nuit, mais tout dépendait du contexte, etc. Après, je suis beaucoup de la part des choses et ce qui compte pour moi, c'est savoir se remettre en question. Mais pour moi, s'il y a ça, on comprend pourquoi il s'est blessé et tout. En fait, il n'y a pas de problème par rapport à ça, quoi. Et après, je pars du principe que tout dépend de la qualité du travail que l'on fournit au quotidien, 99% du temps. Pour moi, c'est ça qui fait vraiment tout et surtout l'investissement humain. Pour moi, c'est vraiment ça la clé. Si on est très investi, etc., on se met toujours en question au quotidien. Pour moi, ça va que de l'avant. Il y a une vraie confiance qui est accordée par rapport à la direction, etc. Honnêtement, de tous les préparateurs physiques que je connais, même si on ne peut pas en plus énormément, et de tous mes collègues qui sont dans d'autres clubs, etc., tous ceux qui sont investis à 100% dans leur métier, que ce soit avec leur athlète, etc., généralement, ça se passe hyper bien et ils durent, entre guillemets, dans leur club. Et pour l'instant, ils restent dans leur club et ils gravissent les échelons au fur et à mesure, quoi. C'est ça. Ok. En parlant justement de gravir les échelons, c'est bien parce que tu me trouves des transitions qui sont toutes faites. C'est génial. C'est génial. Quelle est l'orientation du club? Alors, plusieurs choses. Est-ce que cette année, quelle est la division auquel évolue le club cette année? Deuxième chose, est-ce que elle joue le maintien ou espérer de monter? Et aussi la politique au niveau de la formation. Comment ça se passe? Est-ce qu'on souhaite former des joueurs? Enfin, c'est la question d'après, mais j'associe un petit peu. Est-ce qu'on souhaite former des joueurs? Comment se passe par rapport à ça? Alors, par rapport à ça, ici, actuellement, là, le club, il est ce qu'on appelle en National 1. Donc, c'est la 3e division française. Après avoir passé beaucoup d'années, enfin, pas beaucoup d'années, mais après 5 ans en Pro D2. Donc, là, le club est descendu cette année. Et là, l'objectif, il est clair pour le club, c'est remonter dès 2 ans à peu près, ou peut-être un peu plus tôt, là, selon comment ça se passe. Donc voilà, l'objectif du club, c'est de remonter d'ici 2 ans en Pro D2, qui est le 2e échelon national par rapport à ça. Ok. Tu penses que c'est faisable au compte tenu? Alors, c'est un peu, je demande ça au staff, forcément. Donc c'est un peu délicat. Mais c'est faisable, oui, un petit peu comme tout le monde. On n'est pas les seuls non plus à vouloir monter. Une saison, c'est un vraiment long. C'est vraiment très, très long. Il y a énormément de matchs. Pour l'instant, on ne va pas se plaindre. On est pour l'instant dans le haut du tableau. Mais le problème, c'est qu'on a beau se qualifier en demi-finale, ou voire même après aller en finale. Si on ne gagne pas la finale, on ne monte pas directement, même si après on a encore une seconde chance. Donc la saison est longue. Donc pour l'instant, c'est bien parti. On fait un bon début de saison. Donc on verra par la suite par rapport à ça, quoi. Ok. Quelle est la politique? C'est ma deuxième question. La politique de formation du club. Est-ce que on est plutôt… Alors, tu m'as dit que vous aviez ouvert un centre de formation. C'est ça. Du coup, la politique, c'est quoi? C'est former des jeunes? Est-ce que c'est former des jeunes pour les vendre? Est-ce que c'est former des jeunes pour les faire jouer? Quelle est la politique? Alors, la politique par rapport à ça, c'est on essaye vraiment de mettre une vraie entité normande par rapport au club. Enfin, moi, ce qui m'attache ici, parce que je suis né ici à Rouen, etc., c'est qu'il y a une vraie identité normande et que les gens qui œuvrent ici pour le club, que ce soit sur les pros ou sur l'assaut, on est là vraiment pour la Normandie et pour développer les joueurs normands. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rugby est arrivé ici en Normandie, au Havre. Oui. Et que ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on a vraiment envie, en fait, de montrer que la Normandie peut développer des jeunes talents rugbystiques. Donc, la politique, elle est que, au fur et à mesure des années, on ait des joueurs donc, normands qui intègrent de plus en plus l'équipe première, etc. Et moi, c'est vraiment ça qui me tient à cœur parce que j'ai passé 4 ans sur le centre de formation et sur l'équipe Espoir. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec le manager avec lesquels j'ai travaillé, soit Nicolas Morazin, Vili Ordiga, Grégory Bouli, c'est qu'on a réussi à faire monter l'équipe Espoir au plus haut niveau national, qui maintenant sont actuellement en Espoir Élite Réchelle, et qui affrontent donc les plus grandes équipes de France, le Stade Toulousain, le Stade Rochelet, l'Union Bordeaux-Bègles, etc. Et c'est vraiment avoir réussi à faire monter
cette formation normande au plus haut niveau français. Et ce qui est le cas aussi sur toutes les autres catégories jeunes, U18, U16, etc. Et donc ça, c'est vraiment la politique du club. Faire monter les jeunes normands au plus haut. Donc là, on a énormément pour intégrer l'équipe première. Ça fait quasiment, ouais, exactement, ça fait vraiment un quart de l'effectif de l'équipe première. Donc, ce qui est quand même énorme. Moi, depuis que je suis au club, j'avais jamais connu autant de joueurs du centre de formation qui étaient avec l'équipe première et qui étaient avec l'équipe espoir et qui ont intégré l'équipe première. Donc ça, c'est une vraie plus-value. On veut vraiment qu'il y ait de plus en plus de joueurs normands qui intègrent ces feuilles-là. Pour rebondir un petit peu sur ça, l'année dernière, on a fait une saison assez folle avec les espoirs. On a réussi à monter donc, en espoir élite et on allait donc jusqu'en finale du championnat de France. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis qu'on était dans ce championnat-là, toutes les équipes qui montaient en espoir élite, ils montaient, mais ils n'avaient pas énormément de joueurs issus de leur région. Ils en avaient, mais ils avaient beaucoup donc d'étrangers, etc. Et ce qui est aussi une politique qui a par rapport à ça. Et nous, en fait, notre fierté, c'est qu'on est monté au niveau élite avec une quinzaine, voire même 18, 20 joueurs, voilà, sur les feuilles de match, selon les matchs et tout, et qui étaient normands, etc. Si je me trompe pas, lors de la demi-finale d'accession donc en espoir élite, il y avait 17 ou 18 joueurs qui étaient normands en tout, sur les 25, 26 avec le groupe élargi, quoi. Donc ça, c'est une vraie plus-value. Et en fait, c'est une vraie fierté de se dire, on l'a fait avec beaucoup de joueurs du cru et des valeurs ajoutées de joueurs qu'on a recrutés aux alentours pour pouvoir accéder au plus haut niveau français et montrer que la formation normande, elle existe et aussi avec beaucoup de joueurs normands, plus toutes les valeurs ajoutées par rapport à ça, que ce soit d'autres régions, à l'étranger, etc. Donc voilà. Ok, bah c'est top, hein, effectivement, parce que tu m'as dit que, et je vais enchaîner avec une autre question, tu m'as dit que le rugby normand est arrivé avec le hack, donc au niveau de Rouen, c'était pas ça, et que au fur et à mesure, vous avez réussi à créer quelque chose, tes prédécesseurs et toi, pour arriver jusque-là. Donc ouais, non, franchement, félicitations par rapport à tout ce travail-là, parce que souvent, quand le joueur, quand l'équipe gagne, les joueurs sont un peu vedettes, sont un peu sur ce volet-là, mais on oublie le staff derrière. Et ça, ce format-là permet déjà de vous féliciter et de mettre ça en avant. Dernière question par rapport à ça, avant de passer à la dernière partie. La relation que vous avez avec, parce que tu m'as parlé d'identité normande, la relation que vous avez avec le groupe féminin. Parce que je connais une joueuse féminine, je connais très bien, qui m'a parlé un petit peu exactement sur les mêmes termes, identité normande. On veut valoriser le sport féminin pour le coup, parce que là c'est autre chose, mais valoriser le rugby normand. Donc vous étiez à peu près vraiment sur les mêmes lignes directrices. Comment se passe la relation avec l'équipe féminine? Est-ce que c'est vraiment dissocié? Est-ce qu'il y a vraiment des contacts? Est-ce qu'il y a de l'entraide? Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Alors, l'avantage, c'est que les filles s'entraînent ici, donc au Stade Mermoz. Donc, on partage à peu près les mêmes infrastructures. Moi, j'ai échangé énormément avec leur préparateur physique, Alexandre Filippi, et aussi également Baptiste Meurin chez les plus jeunes, chez les filles. Donc, il y a une vraie proximité entre les deux groupes, que ce soit au niveau des joueurs, joueuses ou avec le staff aussi également. Donc, voilà à peu près la relation. Donc, les deux clubs marchent presque main dans la main, même peut-être pour plus tard. On n'aura peut-être même qu'une seule identité. Ça, c'est en cours, c'est en cours, etc. Et donc, voilà à peu près. Mais voilà, on marche vraiment main dans la main, que ce soit même sur notre politique de développement, d'action RSE, etc. Même lors des matchs. Donc, les espoirs jouent le dimanche, et qu'il y a les filles aussi qui jouent le dimanche. Ça a dû faire donc des événements communs, etc. Quoi. Donc, ce sont les mêmes horaires de match. Ou alors l'un après l'autre, etc. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Il y a une vraie relation commune entre les deux. Donc, en plus, on est sur les mêmes infrastructures. On se croise au quotidien, etc. Donc, voilà à peu près. Donc, l'objectif futur, bon, on marche un peu sur des œufs en disant ça, mais l'objectif futur, ce serait de créer vraiment une seule identité de rugby normand, que ce soit pôle féminin, pôle masculin. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que le rugby masculin écrase le rugby féminin si vous êtes sous la même bannière? Non, je pense pas, parce que de toute façon, ça va être donnant-donnant pour les deux parties. En fait, ça va être vraiment donnant-donnant pour les deux parties, que ce soit financièrement, sur de la visibilité, etc. Non, je pense pas, parce qu'en plus, enfin,
les joueuses, elles n'ont pas du tout le même statut que les autres, etc. Et c'est pas vraiment le cas aussi dans d'autres clubs, que ce soit au Stade Rochelet, à l'UBB, etc. quoi. Donc, non, je ne pense pas. Après là, c'est en cours, c'est dans les tuyaux. Est-ce que ça se fera, ça se fera pas? Ça c'est le temps qui nous dira. Et d'ici 2-3 ans, je pense qu'il y a des choses qui vont avancer vers cet objectif-là. Ok, très bien. Merci d'avoir répondu. On passe à la dernière partie, la partie des tabous. Mode athlète. Première question que je vais te poser. Pour toi, le rugby est-il un sport sous-coté? Dans quel sens? Est-ce que tu penses qu'il n'a pas la lumière qu'il mérite? Si, pour moi, à l'heure actuelle, oui. Parce que vraiment, l'équipe de France brille depuis plusieurs années, malgré les affaires qu'il y a eu ces derniers mois, Oui, etc., extra-sportifs. Si, pour moi, oui, à l'heure actuelle, ils ont, pour l'instant, enfin, c'est pas sous-coté, ils ont la lumière qu'ils méritent actuellement. Il y a juste à voir ce qui s'est passé hier soir encore au Stade de France, lors de France-Argentine. C'était juste incroyable en termes d'ambiance, etc. Enfin, le monde qu'il y avait, donc non, pour moi, non. Enfin, c'est pas du tout sous-coté. Ok. Autre question. Là, tu m'as parlé, ça rejoint un peu ce que tu as dit, effectivement, par rapport à l'ambiance, par rapport aux valeurs, par rapport à tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte des acteurs du monde du rugby de voir ce sport, je dirais, de voir ce sport modifié, et quand je parle de modifié, c'est dans le mauvais sens du terme, par une arrivée massive d'apports financiers? Est-ce que le fait qu'on injecte beaucoup d'argent dans le rugby, ça ne va pas modifier les codes et les valeurs qui sont présentes en ce moment? Je vois ce que tu veux dire et c'est une réflexion qu'on a tous parce qu'on voit ce qui se passe, des clubs qui sont rachetés, etc. Mais pour moi, c'est pas une mauvaise chose non plus parce que l'argent, on a besoin aussi pour développer des infrastructures, etc. Honnêtement, je pourrais pas trop y répondre parce que c'est le temps qui nous le dira. Et j'ai trop peu d'expérience, soit sur d'autres clubs et tout, pour pouvoir, moi, me prononcer. Mais pour moi, même s'il y a beaucoup d'argent qui rentre en jeu, c'est le temps qui nous dira s'il y a des valeurs qui sont dégradées, si c'est délétère ou pas, sur d'autres dimensions, etc. Pour l'instant, ça, c'est le temps qui nous le dira. D'accord. Je reviens sur l'ambiance que tu as évoquée par rapport à l'équipe de France et par rapport aux performances qu'ils ont faites. Victoire Nouvelle-Zélande, victoire face à l'Argentine, avec l'ambiance, etc. Donc, c'est cool. Et je te pose la question de savoir, pour toi, est-ce que Antoine Dupont fait-il partie du top 3 des meilleurs rugbymen français? Alors, c'est pas comparable par rapport à d'autres, parce que c'était d'autres époques. Mais là, tu t'échappes un peu là. Ouais, je m'échappe un peu, mais non, pour être très honnête, pour moi là, il sera le numéro 1. Il sera numéro 1. Pour moi, je pense qu'il sera le numéro 1 de mon humble avis. Ça n'engage que moi. Pour moi, il sera numéro 1 pour la simple et bonne chose qu'il a un leadership que personne n'a, soit sur sa vision de jeu et tout. Enfin bref, toutes les qualités que son poste demande, en fait, il les a tous. Et il a aussi gagné quasiment tous les trophées, hormis la Coupe du Monde, et j'espère que ça va très vite arriver. Donc, hormis ça, il a une notoriété qui dépasse la France et simplement donc, le rugby. Vous demandez presque à n'importe qui, tout le monde connaît Antoine Dupont. Ce qui est rare quand même. Ce qui est quand même très rare. Parce que très souvent, les stars internationales sont souvent des footballeurs parce que c'est très médiatisé. Exactement. Et effectivement, Antoine Dupont se fait une place quasiment à l'égal des joueurs, des plus grandes stars françaises. Entre guillemets, des Teddy Riner, etc. Exactement, Teddy Riner, oui. Voilà, en termes de notoriété, hors rugby, sur les pubs qu'il fait, etc., surtout l'extra sportif, mais ça dépasse presque lentement par rapport à un joueur de rugby, quoi. Et pour moi, ce qui l'a fait vraiment exploser en dehors du monde du rugby, c'est la victoire aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby. Ah, tu penses? Ah, clairement. Ça a fait un vrai step pour beaucoup de monde. Et là, il a vraiment encore plus explosé. Déjà que c'est le cas, il a vraiment encore franchi un step. C'est vrai parce que, effectivement, comme les JO étaient en France, donc du coup, il y a eu un engouement du public français. Exactement. Et puis, pour tous les sportifs. Antoine Dupont a intégré l'équipe, etc. en cours d'année et tout. Donc, tout cumulé. Il y a eu la blessure, il y a eu la petite saga, la petite histoire. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et pour moi, donc, je pense qu'il fait partie là, du top 1 des joueurs de rugby par rapport à tout ça. Ok, d'accord. Au moins, un parti est pris. On verra, le temps nous dira si tu as raison ou pas.
Question autre un petit peu par rapport à, je dirais, je dis pas pour les puristes, mais pour savoir un petit peu ce que tu en penses. Est-ce que tu es plutôt Johnny Wilkinson ou John Alomou? Johnny Wilkinson. D'accord. Pour quelle raison? Par rapport au travail. Parce que je ne crois qu'à une seule chose, enfin, personnellement, c'est le travail. Parce que pour avoir lu son livre et tout, c'est un joueur et une personne qui travaille énormément, une abnégation, une détermination qui était incroyable. Donc voilà, pour ces choses-là, c'est Johnny Wilkinson, parce que moi, je me reconnais dans beaucoup de choses que lui il fait, et de la manière dont il voyait les choses et comment il travaillait et tout. Et c'était un acharné de travail. Pour moi, on ne peut réussir quasiment que dans la vie que si on a un acharné de travail, et il faut travailler très, très, très dur. Est-ce que ce que tu viens de me dire, c'est pas la phrase favorite du préparateur physique? Si, parce que je pense que si on fait ce métier-là et qu'on n'aime pas travailler dur, je pense que c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Dernière question que je vais te poser pour ça. Quels seraient les arguments que tu pourrais donner pour qu'un joueur ait envie de rejoindre le RNR? Aimer la Normandie. simplement. Aimer la Normandie. Ok. C'est clairement, il faut, parce que si on vient là et qu'on n'aime pas la région, il pleut, il fait pas beau, etc. Non, voilà, faut vraiment aimer la Normandie, sinon je pense que c'est assez compliqué pour venir ici. Ok, d'accord. Et au niveau plutôt, qu'est-ce que tu pourrais te donner? Alors, effectivement, ça, c'est, je dirais, l'extra sportif, même si ça, il y a quand même une condition. On a vu des joueurs transférés dans d'autres clubs. Le cadre de vie et tout, c'est pas important. Exactement, effectivement, oui. Et là, donc, au niveau cadre de vie, d'accord, tu m'as donné la réponse. Et maintenant, je vais te repositionner plutôt au niveau terrain, expérience, rugby, pardon. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour qu'un joueur puisse intégrer l'équipe, enfin lui donner envie en fait tout simplement, que ce soit en termes d'infrastructure, que ce soit en termes de relations avec le club? Je vois clairement, Je vois clairement. Alors d'un point de vue un peu plus équipe, rugby, etc. Que c'est un club qui est très familial, et que lui, il faut vraiment qu'il puisse s'investir en fait auprès du groupe et vraiment bien vivre parmi le groupe, quoi. Et si c'est le cas, tout naturellement son talent, etc. Pourra ressortir beaucoup plus facilement, quoi. Ok, d'accord. On arrive à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Claude. Merci, je te remercie. Je vais te poser une dernière question. Je vais te donner le mot de la fin. Ok. Pour te donner la parole sur ce que tu pourrais dire à un jeune athlète qui souhaiterait qui souhaiterait s'améliorer dans sa discipline, donc en termes de rugby, en termes de prépa physique au rugby. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Alors, comme conseil, ça va être hyper simple, mais sincèrement, prenez soin de votre sommeil. C'est la priorité. C'est la priorité parce que un athlète qui n'est pas en bonne santé, un joueur qui est en mauvaise santé, c'est un joueur qui ne peut pas s'entraîner parce qu'il est blessé. Et si on ne peut pas s'entraîner, on ne peut pas progresser. Et le sommeil fait partie intégrante de la santé, c'est obligatoire. Donc prenez soin de votre santé et de votre sommeil, c'est le plus important. C'est le plus important. On gardera ce mot de la fin qui est, je rajouterais même par-dessus ça qu'effectivement le sommeil est un facteur déterminant parce que c'est là où il y a les réparations au niveau des tissus, au niveau de tout ça, donc au niveau des essences physiologiques et tout. Donc, effectivement, je suis totalement aligné avec toi. On va conclure là-dessus. Je te remercie Victor pour le temps que tu m'as donné de me recevoir sur ce beau plateau de musculation. Merci beaucoup. Et au plaisir de venir au match. Merci beaucoup, Claude. En tout cas, puis une prochaine, j'espère. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Ciao. Ciao.